Actualité Centre-Ville. Tous les matins, 9h, l'équipe de la Salle des Nouvelles vous donne rendez-vous avec l'actualité. Qui fait quoi? Quand? Où? Comment et pourquoi? La réponse à toutes vos questions avec nos journalistes et chroniqueurs. Actualité Centre-Ville, parce que vous avez droit à des nouvelles de qualité. Actualité Centre-Ville rentre chez vous. Mesdames et messieurs, bienvenue au Radio Journal. Au sommaire, les sages-femmes du Québec adoptent une entente collective de 4 ans avec le gouvernement. Le regroupement parle d'importants gains. On regardera le processus d'immigration pour les demandeurs d'asile. Les trains-trains et les lourdeurs administratives seront expliqués dans cette édition. Le gouvernement Legault continue à fourbir ses armes pour les prochaines élections. La CAQ fait un autre engagement électoral, cette fois concernant la santé, hier. Dans l'international, le Mali accuse la France d'espionnage et de soutien aux terroristes. Les réactions tantôt. Auditrices et auditeurs, amis de la radio, continuez à nous mobiliser pour la grande rénovation de Radio Centre-Ville. Votre radio. Faites un don. Soyez généreux en laissant parler votre cœur pour votre radio. Radio Centre-Ville, la radio des communautés. Objectif, 50 000 $. Nouvelles d'ici et d'ailleurs. Radio Centre-Ville au centre de l'actualité. Bienvenue au dernier numéro d'Actualité Radio Centre-Ville pour cette semaine. Le regroupement des sages-femmes du Québec ont réussi à conclure une entente de principe avec le gouvernement pour améliorer leurs conditions de travail. L'accord permettra par exemple à une nouvelle sage-femme à temps plein de débuter avec un salaire annuel de 73 000 $ au lieu de 60 000 actuellement pour atteindre 103 000 $ après 10 ans. Il s'agit pour la présidente du RSFQ, Josiane Giroux, d'un gain important. Elle a été jointe par Jean-Étienne Dorsan. On a éliminé les 4 premiers échelons. Donc, on réduit, si on veut, le temps de carrière pour atteindre l'échelon maximal, qui est maintenant à 10 ans. Donc, les 4 premiers échelons, c'était aux 6 mois. Donc, ça l'a réduit de 2 ans. Ce que ça permet, c'est vraiment d'être plus attractif. Le salaire d'entrée passe de 60 000 à 73 000 pour une sage-femme à temps complet, ce qui est significatif et qui va surtout permettre d'être concurrentiel avec les autres professions en santé, comme on manque de sages-femmes au Québec. Et puis, les autres éléments concernent la compensation pour nos horaires défavorables et notre disponibilité là, pour notre clientèle. Donc, les sages-femmes du Québec sont de garde 24 heures sur 24. En général, entre 8 à 10 jours sur 14. Elles travaillent donc à tout moment pour être présentes là, pour les familles, pour les accouchements entre autres, mais aussi à tout moment durant la grossesse et le postnatal. Et on avait vraiment un forfait qui était très désavantageux, qui compensait de façon minime là, toute cette disponibilité-là. Et maintenant, on va obtenir des conditions beaucoup plus favorables, des augmentations là, qui peuvent représenter entre 45 et 80 %. Cet accord sera une première étape en ce qui concerne les besoins des sages-femmes du Québec. La présidente du regroupement des sages-femmes du Québec, Josiane Giroux, souhaite s'attaquer à la pénurie de main-d'œuvre dans ce secteur. Il sera aussi question de faciliter l'intégration d'autres sages-femmes issues de l'immigration. Écoutez à nouveau Madame Giroux au micro de Jean-Étienne Dorsan. La profession sage-femme au Québec, on doit aborder la pénurie de main-d'œuvre sous différents angles, mais on est convaincu que ça passe d'abord et avant tout par des meilleures conditions de travail. Ce qu'on vient de réussir à aller chercher, bien évidemment, c'est une négociation. Donc, en partie, il y a du travail qui reste à faire, puis on aura l'occasion de poursuivre les négociations dans 1 an et demi, là, parce que notre entente va prendre fin le 31 mars 2024. Mais il y a d'autres éléments sur lesquels on travaille, bien évidemment, aussi avec le ministère de la Santé, sur des projets, différents projets de développement des services, mais aussi il y a des projets pour
pour que des sages-femmes de l'étranger puissent venir travailler au Québec pour faciliter, en fait, le processus. Donc, on est convaincu que ça va aider. Maintenant, c'est une pierre dans tout l'édifice là, de la construction de notre profession dans la province. Que se passe-t-il quand un immigrant fait une demande d'asile au Québec? On s'intéresse aux paperasses administratives entourant le processus. Notre collègue David Mézy a échangé avec le directeur du Centre multiethnique de Montréal-Nord, Guillaume André, qui en a profité pour pointer du doigt le ministère de l'Immigration et du Citoyenneté Canada. Reportage. Imaginez quelqu'un qui est traumatisé, fait 13-14 pays avant d'arriver au Canada, donc c'est pas facile. Les propos du directeur du Centre multiethnique de Montréal-Nord réagissant à la situation de certains demandeurs d'asile qui ont débarqué ici, au Canada, passé par le chemin Roxham. Pour Guillaume André, rentrer au pays n'est encore rien, car tout un processus les attend. Pour la paperasse, il faudrait d'abord commencer par remplir certains formulaires. Un demandeur d'asile qui vient d'arriver actuellement au Canada, on lui remet 3 formulaires à remplir. Donc, il y a 3 formulaires à remplir. Il y a même 008, demande de résidence permanente pour le Canada, l'annexe 12, et puis aussi donc l'annexe A. Et c'est aussi là que commencent les difficultés pour certains demandeurs d'asile. Il faut que la personne donne le nom de ses parents, leur date de naissance, leur adresse, leur état civil. Des fois, il y a qui ne connaissent même pas la date de naissance de leur papa ou de leur maman. La personne peut être décédée quand la personne ne sait même pas. Des fois, la personne était enfant. Il faut remplir cette partie-là. D'abord, la personne doit fournir tout le travail effectué de 2000 dans les 10 dernières années. Son adresse des 10 dernières années. Ok, alors quelqu'un qui a travaillé en Haïti, qui a fait le Brésil, qui est rentré au Mexique, fait les États-Unis, il doit se rappeler de toutes ces dates-là. Et pour les besoins de la demande, ce n'est pas tout. Pour un demandeur d'asile, par exemple, juste remplir les 3 formulaires, ça prend à peu près 3 heures de temps. Parce que actuellement, ce qu'ils ont fait, il faudrait que tu remplisses ce formulaire-là à l'ordi, l'imprimer, faire signer la personne, le scanner sur mon courriel et l'envoyer à Immigration Canada pour la personne. Dans ce sens, le directeur du Centre multiethnique de Montréal-Nord en a profité pour dénoncer la lenteur du processus avec Immigration et Citoyenneté Canada, mais surtout un fait bien particulier. Ce que je veux dénoncer, c'est au niveau d'Immigration Canada. Il y avait une forme de méchanceté, je peux dire de mauvaise foi même. L'Immigration Canada a sorti un formulaire en mars, en avril, il a changé ce même formulaire-là. Le contenu est le même. Il n'y a rien changé là-dedans dans le contenu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ce même formulaire. Ils n'ont rien changé là-dedans dans le contenu. Ils ont descendu en bas, au bas de la page. Ils mettent IMM mars 2022. Et si tu as le malheur de présenter ce formulaire-là qui contient toutes les informations essentielles, importantes, mais qu'est-ce qu'il vaut? On va tout vous après 2 mois et demi, 3 mois d'attente, on retourne toute l'enveloppe au complet pour vous dire vous n'avez pas le bon formulaire. Dans le quotidien des demandeurs d'asile qui ont débarqué ici au Canada, les nombreuses péripéties se résument à ces quelques points, selon M. Guillaume André. Pour se faire assister et être aidé dans le processus, M. André a fait savoir que les portes du Centre multiethnique de Montréal-Nord sont grandes ouvertes en cas de besoin. Par contre, on n'a pas de subvention gouvernementale pour faire ce service-là. Pour Radio Centre-Ville Montréal, David Mézy. Le parti Union fait la force s'est joint à SOS Québec. Les 2 structures souhaitent récolter 250 000 signatures pour obliger une enquête relative au décès des aînés en lien au COVID-19. Le représentant officiel d'Union fait la force, formation politique nouvellement créée, croit que justice doit être rendue concernant les mortalités survenues dans les CHSLD. Serge Charbonneau était au micro de notre collègue Ismaïl Bonigaba. Nous avons participé à la chaîne humaine. Nous n'avons pas été des initiateurs de ce mouvement, mais nous avons participé à la chaîne humaine, comme nous participons à la recherche de signatures pour SOS Québec, qui veut ramasser 250 000 signatures pour obliger, parce qu'il y a une clause dans la loi canadienne qui oblige, même dans la loi internationale, je pense, en tout cas, on va dire canadienne, je sais que ça s'applique au Canada, qui oblige le gouvernement ou le système de justice canadien à déclencher une enquête et un procès à une cour pénale pour juger une situation. Et la situation pour laquelle on a amassé des signatures pour le mouvement SOS Québec, c'était pour obtenir une enquête sérieuse et un procès très sérieux sur
les mortalités qu'il y a eu dans nos CHSLD. Et puis, c'est des mortalités qu'il y a eu aussi au Canada, en moins grand nombre. Au Québec, nous avons eu 6800 quelques personnes qui sont décédées dans les CHSLD. Selon M. Charbonneau, plusieurs aînés sont morts dans des conditions épouvantables alors que la cause de leur décès est autre que la COVID-19. Serge Charbonneau croit que plusieurs preuves existent à cet effet. Nous l'écoutons toujours au micro d'Ismaïl Mbonigaba. Que les dirigeants qui sont en place, qui ont provoqué cette situation-là, soient imputables de leur action. Et puis, plus qu'imputable, mais soit jugé pour ces actions-là qui a causé réellement le décès de ces aînés-là dans des conditions épouvantables. Il y a de multiples preuves sur ce sujet. Il y a eu des rapports de l'armée canadienne qui ont visité les CHSLD. Il y a différents éléments qui peuvent être amenés en cours. Et puis, il faut que les individus qui ont provoqué cette situation soient sévèrement condamnés pour que jamais plus ça ne se reproduise. Mais j'aimerais préciser que ce ne sont pas nécessairement des décès reliés à la COVID. Ce sont des décès reliés à de la maltraitance, en majeure partie à de la maltraitance, de l'isolement. Entre-temps, le gouvernement Legault continue à faire des promesses électorales, même si la campagne officielle n'a pas encore démarré. En conférence de presse hier, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, promet de faire des changements dans le système si son gouvernement est réélu. L'un d'eux concerne la création d'une nouvelle agence. On l'écoute. On va créer une agence Santé Québec, qui va être chargée des opérations. L'idée, c'est surtout de ne pas nous lancer encore dans une réforme majeure de structure qui va bouleverser tout sur le terrain. C'est surtout une évolution de la gouvernance pour s'assurer que la structure évolue en fonction de notre stratégie de décentralisation. En fait, on veut bâtir sur les acquis. Les ajustements que l'on veut faire à la gouvernance, on le sait qu'ils sont importants. Par contre, les Québécois ne vont pas voir les changements. Ils sont intéressés à voir les résultats. Par ailleurs, M. Dubé promet de ne pas chambouler la structure déjà en place. L'idée, selon lui, est de mieux repartir les responsabilités et de s'assurer d'une meilleure délégation des tâches. Écoutons à nouveau le ministre Christian Dubé. Je veux rassurer les travailleurs de la santé et les gestionnaires, il n'y aura pas de brassage de structures sur le terrain qui vont venir tout chambouler. En fait, c'est même le contraire. On va faire en sorte qu'il y ait moins de bureaucratie, moins d'intervention du ministère, plus de décisions qui sont prises par des gestionnaires sur le terrain avec les travailleurs de la santé. Les CIS et les CIUS vont demeurer, mais ils seront appuyés par une équipe de gestion opérationnelle. Les conseils d'administration des CIS et des CIUS vont rester en place. Dans le plan de santé qu'on a rendu public le printemps passé, il reste encore beaucoup de changements à faire. La création d'une agence n'est pas une fin en soi. C'est un des outils, parmi tant d'autres, pour réussir le plan de santé. Comme je le disais tantôt, il faut clarifier les rôles de chacun. En ce moment, le ministère de la Santé s'occupe un petit peu de tout. Le français est en baisse au pays, selon le recensement 2021 de Statistique Canada. Il est passé de 22,2% à 21,4% en 2021, comparativement à 2016. Au Québec, la proportion des personnes qui ont le français comme langue maternelle a chuté de 77,1% à 74,8%. L'étude révèle aussi que le bilinguisme est en hausse de 1,9%. Nous vous proposons ce reportage de Valérie Gamache de Radio-Canada. C'est sûr que c'est une situation qui est préoccupante, mais aussi ce n'est pas une situation qui est surprenante. La ministre des Langues officielles, Ginette Petitpas-Taylor, s'attendait à un tel constat. Il ne reste plus que 22% de la population canadienne dont la première langue officielle parlée est le français. L'usage de la langue est en baisse partout, sauf en Colombie-Britannique. Ce que je vois, c'est inquiétant. Et le Québec n'y échappe pas, s'inquiète le premier ministre québécois François Legault. Le nombre de personnes qui y parlent anglais a franchi le
cap du million. La proportion de Québécois dont le français est la langue première a baissé partout dans la province, sauf dans la région de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. C'est l'immigration qui contribue à ces tendances, analyse Éric Caron-Malenfant, directeur adjoint du Centre de démographie de Statistique Canada. Dans le cas de l'anglais au Québec, il est fort possible que ce soit lié en grande partie à des facteurs migratoires. Dans l'ensemble du pays, les politiques en immigration sont montrées du doigt. La présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes, Liliane Roy. Si on avait respecté les cibles en immigration francophone au Canada, à l'extérieur du Québec, on aurait eu des gains. La cible depuis 2003 était d'environ de 4,4 % par année. Et ces cibles-là n'ont pas été atteintes. Selon les données du recensement, 80 % des immigrants parlent anglais contre 6,1 % pour le français. Ici Valérie Gamache, Radio-Canada, Ottawa. Une pause, on vous parlera de cette accusation d'espionnage du Mali contre la France. Restez là. Auditrices et auditeurs, amis de la radio, continuez à nous mobiliser pour la grande rénovation de Radio Centre-Ville. Votre radio. Faites un don. Soyez généreux en laissant parler votre cœur pour votre radio. Radio Centre-Ville, la radio des communautés. Objectif, 50 000 $. Nouvelles d'ici et d'ailleurs. Radio Centre-Ville au centre de l'actualité. Merci de syntoniser le 102.3 FM Radio Centre-Ville. Bienvenue à la seconde partie du Radio Journal. Les tensions entre le Mali et la France prennent une autre ampleur. Le gouvernement malien demande au Conseil de sécurité de l'ONU une réunion d'urgence accusant la France d'espionnage et de soutien au terrorisme. Le Mali veut ainsi faire cesser ce qu'il présente comme les actes d'agression. Suivez ce reportage signé Laure de Matous et Clémentine Gardet de TV5 Monde. Ce n'est pas la première fois que le Mali accuse l'armée française de violer son espace aérien. Mais par cette lettre transmise au Conseil de sécurité des Nations Unies, Bamako pousse l'organe onusien à se positionner. Le gouvernement du Mali dispose de plusieurs éléments de preuve que ces violations flagrantes de l'espace aérien malien ont servi à la France pour collecter des renseignements au profit des groupes terroristes opérant dans le Sahel et pour leur larguer des armes et des munitions. Ce courrier est daté du 15 août, le jour du départ des derniers soldats français de Barkhane du Mali. La France se serait donc livrée, selon Bamako, à des activités d'espionnage et aurait apporté à plusieurs reprises ces derniers mois un soutien aux groupes armés opérant dans le Sahel. Des accusations que rejette le commandant de la force Barkhane depuis la base aérienne de Niamey au Niger. Le général Baratz assure avoir toujours été transparent avec les autorités maliennes. C'est un peu insultant pour la mémoire de nos 59 camarades qui sont tombés en se battant pour le Mali et également pour la mémoire de tous les Maliens qui se sont battus à nos côtés, mais aussi des personnels de la MINUSMA, des forces africaines de la MINUSMA qui sont tombés en luttant contre le terrorisme. Le Mali demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité où lui n'est pas représenté et où la France, elle, dispose d'un siège de membre permanent. Le gouvernement veut un soutien symbolique du Conseil de sécurité qui est actuellement présidé par la Chine, mais aussi de la communauté internationale en médiatisant cette action et en essayant de donner des éléments de preuve. Le Conseil de sécurité n'est pas une juridiction internationale. Bien vrai que sa mission soit le maintien de la paix et de la sécurité internationale, elle peut naturellement favoriser, n'est-ce pas, le dialogue entre les deux parties. Une perspective de dialogue qui semble s'éloigner toujours plus entre les deux pays. Le Mali assure aujourd'hui être prêt à faire usage de la légitime défense si les agissements français persistent, et ce, conformément à la Charte des Nations Unies. La France n'a évidemment jamais soutenu directement ou indirectement ces groupes terroristes, répond l'ambassadeur français au Mali. Il en a profité pour revenir sur l'apport de son pays dans la lutte contre le terrorisme dans cette région. Écoutez le reportage d'Alexandra Bronjon de RFI. Sur son compte Twitter, l'ambassade française à Bamako rappelle que la France est intervenue au Mali entre 2013 et 2022 à la demande des autorités maliennes.
Durant cette période, la France a libéré de nombreuses villes tombées entre les mains des terroristes qui imposaient leur règne de terreur, souligne l'ambassade, notamment à Tombouctou et à Gao. En 9 ans, Paris a neutralisé plusieurs centaines de terroristes au Mali, souligne la diplomatie française, et mis hors d'état de nuire 2 figures historiques du terrorisme dans la région, le chef du groupe État islamique, Abou Walid al-Sahraoui, et le chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, Abdelmalek Drouktal. Dans tous les communiqués des groupes terroristes, poursuit l'ambassade, la France était jusqu'à son départ désignée comme l'ennemi numéro 1. 53 soldats français dont la mission consistait à lutter contre les groupes terroristes sont morts au Mali, rappelle l'ambassade, ajoutant que ces dernières années, la France a été meurtrie sur son propre territoire par plusieurs attentats terroristes. Et voici maintenant la causerie matinale. Une entrevue, un angle pour approfondir l'actualité. Zabiana Zada, bonjour. Bonjour. Un an après la victoire et le retour des talibans au pouvoir, à quoi ressemble l'Afghanistan aujourd'hui? Afghanistan, aujourd'hui, ça va très mal. Depuis la dernière année, après l'arrivée des talibans au pouvoir, ça va très mal, de mal en pire, si je peux dire, surtout en ce qui concerne les femmes. Les femmes afghanes, les jeunes femmes, les jeunes filles, qui n'ont plus accès à l'école ni au marché du travail. Et même quitter la maison, c'est très difficile et dangereux pour ces femmes-là. J'ai encore de la famille à Kaboul. Je leur parle à chaque semaine ou à chaque 2 semaines et ils me disent que ça va très mal. Il y a beaucoup de pauvreté. Presque 95% de la population afghane aujourd'hui vivent une situation dramatique, même pour avoir un repas par jour, c'est pas évident. Alors, il n'y a pas d'emploi. Côté sécurité, les talibans disaient qu'ils allaient instaurer la paix en Afghanistan, mais c'est le contraire. On lit quand même dans les journaux que la sécurité est de plus en plus évidente sur l'ensemble du territoire. Ouais. Y a-t-il des combats? Il y a des combats qui continuent dans plusieurs régions en Afghanistan, surtout dans Panjshir, dans plusieurs provinces dans le nord. Les combats continuent entre des petits groupes qui se sont formés pour défendre certaines régions, mais aussi il y a la présence des combattants de l'État islamique en Afghanistan, dans le nord, dans le sud, dans l'est. Alors, il y a toujours des attentats qui sont commis aussi par ces extrémistes-là. Même à Kaboul, à chaque jour, presque, il y a des attentats, il y a des voitures piégées. Alors, le combat, c'est pas terminé, ça continue encore en Afghanistan. Même les talibans disaient qu'après que les Américains vont quitter l'Afghanistan, ils vont arrêter la guerre et que la paix va revenir en Afghanistan, mais que ça fait 1 an et que il n'y a pas de sécurité présente en Afghanistan. Mais qui soutient ces groupuscules qui continuent de mener la guerre en Afghanistan? Est-ce que les Occidentaux soutiennent ces groupes? Mais les Occidentaux ont soutenu pendant des années ces groupes-là, que ce soit les Moudjahidines ou les talibans. Et aujourd'hui, il y a certains pays indirectement soutiennent encore ces groupes-là. Ils parviennent à chercher l'argent, ces groupes-là parviennent à chercher des armes. Écoutez, aujourd'hui, c'est rendu très difficile, comme l'État islamique. Quel pays qui supporte ces groupes-là, c'est difficile à identifier exactement c'est quel pays, mais ils parviennent quand même à recevoir des armes, à recevoir de l'argent. Et ça continue. Les talibans avaient fait une promesse d'alléger leur charia et de moderniser leur idéologie.
Mais ils n'ont rien changé. Est-ce que les craintes restent très élevées? Ils n'ont rien changé. En fait, c'est la version 2 des talibans. Dans les années, à la fin des années 90, on a connu comment ils traitaient les gens, comment ils traitaient les femmes. Bien sûr, l'année passée, quand ils ont pris le pouvoir par la force à Kaboul, ils ont promis qu'ils allaient traiter les femmes correctement, ils allaient traiter les minorités visibles correctement, et à chaque fois, ils disaient selon la charia. Mais ils n'ont jamais dit c'était quoi leur vision de la charia. Et là, aujourd'hui, tranquillement, on voit qu'est-ce qu'ils voulaient dire par la charia. Par la charia, ils voulaient dire empêcher les femmes d'aller à l'école, empêcher les femmes d'aller sur le marché de travail, discriminer d'autres groupes ethniques en Afghanistan. N'oublions pas que l'Afghanistan est formé de plusieurs groupes ethniques. Nous avons les Pashtuns, les Tadjiks, les Ouzbeks, les Turkmènes, les Pashtuns. Donc, comme les talibans sont pour la majeure partie sont des Pashtuns, et alors ils discriminent contre les autres qui forment ce pays-là. C'était la causerie matinale. Auditrices et auditeurs, amis de la radio, continuez à nous mobiliser pour la grande rénovation de Radio Centre-Ville, votre radio. Faites un don, soyez généreux en laissant parler votre cœur pour votre radio. Radio Centre-Ville, la radio des communautés. Objectif, 50 000 $. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un journal réalisé comme d'habitude par Jean-Étienne Dorsa avec la contribution de toute l'équipe. Nos flashs d'infos de l'heure s'en viennent à partir de 10h. Le plus prochain rendez-vous avec moi, c'est cet après-midi à partir de 15h pour les nouvelles chrétiennes avec Radio Éclat. Mon nom est Jules-Dite Oscar Dorsan. Au revoir. Actualité Centre-Ville. Tous les matins. 9h, l'équipe de la Salle des Nouvelles vous donne rendez-vous avec l'actualité. Qui fait quoi? Quand? Où? Comment et pourquoi? La réponse à toutes vos questions avec nos journalistes et chroniqueurs. Actualité Centre-Ville, parce que vous avez droit à des nouvelles de qualité.